Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau décryptage de la série The Witcher de Netflix, dans lequel j'analyse les différences entre les épisodes et les nouvelles. Le troisième épisode que nous allons attaquer aujourd'hui adapte la nouvelle Le Sorceleur, qui est la toute première nouvelle du premier recueil, ainsi que la nouvelle L'Épée de la Providence, tirée du recueil du même nom. Comme pour l'épisode précédent, cette vidéo sera divisée en 3 parties que je consacrerai à chaque personnage principal. C'est parti pour ce troisième épisode. Avant sa rencontre avec Geralt dans l'épisode 5, la backstory de Yennefer a été très largement inventée par les scénaristes. Les éléments de cet épisode relèvent donc tous de la fiction, car il n'en est fait aucune mention dans les nouvelles ou les romans. Cependant, les adeptes d'Arethusa ne sont pas attribués comme conseillères royales dès la fin de leur scolarité. Tout d'abord, et d'un point de vue logique, il serait en effet imprudent de confier de telles responsabilités à une élève à peine sortie de l'académie, et qui n'a eu aucun contact avec le monde extérieur depuis de longues années. Elles ne sont en effet pas autorisées à quitter l'enceinte de l'école durant leur scolarité. Ensuite, il est expliqué dans La Saison des Orages, le 8e roman, que les élèves ont 3 options une fois l'école terminée. Rester à Arethusa comme assistante des maîtresses professeurs, devenir apprentie auprès d'une maîtresse indépendante, ou bien devenir une Duimveandre, une apprentie itinérante auprès de plusieurs maîtresses. Dans les 3 cas, il leur faut encore quelques années avant de passer un examen leur donnant le titre de maîtresse. Comme pour le reste de la formation des magiciennes, Sapkowski ne nous donne pas de détails sur les transformations physiques qu'elles subissent. Nous savons que la magie correctrice est souvent utilisée, car beaucoup de jeunes sorcières souffrent d'importants handicaps. Il est cependant étrange que la série ait choisi que les enchantements aient lieu à la fin des études des sorcières. En ce qui concerne le calvaire enduré par Yennefer, je pense qu'il s'agit encore une fois d'une tentative pour cimenter son statut de victime. Dans le roman La Dame du Lac, Yennefer a un flashback de ses années d'apprentissage, juste après sa tentative de suicide. Tissaia de Vris la prend sous son aile et lui explique qu'elle va corriger son handicap immédiatement. Pour moi, il serait peu logique de changer complètement l'apparence d'une magicienne lorsqu'elle est sur le point de s'émanciper. Il faudrait en effet du temps pour s'habituer à ce nouveau corps, notamment dans le cas de Yennefer. Comme expliqué dans la vidéo précédente, Dara est un personnage qui n'existe pas dans les romans et qui n'est donc pas censé être présent. Dans la nouvelle L'Épée de la Providence, nous savons que Ciri n'a pas été envoûtée par la forêt de Brokilon pour y pénétrer dans un état de transe. Elle se rendait en fait au royaume de Verden sur ordre de sa grand-mère pour rencontrer son fiancé, le prince Kistrin, mais elle parvint à s'enfuir avec l'aide d'un jeune écuyer. Sans le savoir, ils pénétrèrent sur les terres des Dryades de Brokilon, qui les attaquèrent. Ciri leur échappa de justesse, mais le jeune écuyer fut abattu d'une flèche dans l'œil. Contrairement à la série, Geralt n'apprend pas l'existence du contrat du roi Foltest grâce à une prostituée. Nous apprenons que c'est grâce à un autre sorceleur que Geralt découvre ce contrat. Le sorceleur en question est en route pour Vizima pour proposer ses services. Le roman fait mention de la récompense promise par le roi Foltest pour le désenvoûtement de sa fille et des rumeurs qui courent sur cette princesse. Dans la nouvelle, Geralt arrive à Vizima, la capitale du royaume de Témérie, et se rend dans une auberge pour y prendre une chambre. Son accent rivien provoque une bagarre avec des individus racistes, et la garde le conduit auprès du burgrave, Vélérad. Ce dernier se prend d'amitié pour le sorceleur et lui raconte tout ce qu'il a besoin de savoir sur la mission. Il lui apprend notamment que le roi Foltest ne lésine pas sur les moyens pour rompre la malédiction de l'Astrige. Dans la série, nous ne voyons pas grand-chose de Vizima, ce qui est dommage car la Témérie est sans doute le plus grand et puissant des royaumes du Nord. Au lieu de ça, les scénaristes ont inventé un groupe de mineurs tourmentés par l'Astrige et en guerre contre le roi qui refuse d'intervenir pour les aider. La magicienne Triss Merigold n'apparaît pas dans la nouvelle, ni dans les 2 premiers recueils. Elle est simplement mentionnée dans le 2e recueil, dans la nouvelle Quelque chose en plus. De ce fait, tout ce qui la concerne dans la série a été inventé par les scénaristes et n'apparaît pas dans la nouvelle. Dans les romans, elle est bien conseillère du roi Foltest de Témérie, mais pas au moment où se déroule cette histoire, mais bien plus tard.
Le foltest de la série a dérangé pas mal des fans des romans et des jeux vidéo, car il est à des années-lumière de ce à quoi il est censé ressembler. Dans les romans, il est décrit comme un roi séduisant et plutôt jeune. Il assume complètement la paternité de la Strige, de même que sa relation incestueuse avec sa sœur, rappelant d'ailleurs qu'il était prêt à l'épouser et risquait ainsi un conflit avec le père de sa fiancée, le roi Vizimir de Redanie. Malgré cela, il reste un roi respecté et se comporte dignement, notamment en mettant tout en œuvre pour endiguer la terreur et les meurtres causés par la Strige, tout en essayant de la sauver. Nous avons donc ici un personnage ambigu au possible, un monarque juste, raisonnable et intelligent, mais aussi capable d'un acte considéré comme tabou et immoral dans notre société comme dans celle du sorceleur. Pour moi, c'est encore une fois le grand talent de Sapkowski que de nous proposer des personnages moralement ambigus, ni blancs ni noirs. Dans la série, la première apparition de Foltest nous dévoile un roi grisonnant, rustre, et disons-le franchement, répugnant. Il est particulièrement borné et lâche, et refuse d'assumer ses erreurs et ses responsabilités. Je pense personnellement que c'était pour les scénaristes une façon de condamner le comportement incestueux du roi, en faisant en sorte que notre première impression soit mauvaise. Dans la nouvelle, la situation est parfaitement claire et connue de tous. Le roi a eu une relation incestueuse avec sa sœur, et de cette relation est née une enfant, morte à la naissance. 7 ans plus tard, l'enfant est devenu une Strige et sème la désolation partout où elle passe. Geralt a donc toutes les informations dès son entretien avec le burgrave Vellerad. Il sait également comment désenvoûter une Strige, en passant une nuit avec elle et en l'empêchant de retourner dans son cercueil avant le 3e chant du coq. Dans la série, les scénaristes ont fait le pari de mener l'enquête un peu comme dans le jeu Witcher 3, ce qui ne m'a pas déplu. Dans la nouvelle, Ostrid rejoint Geralt avant qu'il affronte la Strige et tente de le soudoyer pour qu'il déguerpisse. Il veut en effet que la Strige continue de terroriser la région, afin de décrédibiliser et affaiblir Foltest et éventuellement le renverser. Il admet son amour pour la sœur du roi, et laisse entendre que le responsable de la malédiction lancée sur l'enfant serait leur mère, la reine, mais réalise également qu'il est fort probable que ce soit en fait lui. Geralt refuse d'abandonner sa mission, et l'utilise comme appât pour observer la rapidité de la Strige. Dans la nouvelle, grâce à ses connaissances et sa préparation avant la confrontation, Geralt domine largement le combat contre la Strige et n'est jamais blessé, ou pire encore, projeté d'un mur à l'autre par une créature baveuse comme dans la série. Il ne combat d'ailleurs pas la Strige toute la nuit, mais parvient à retourner sa haine contre elle-même, ce qui la fait déguerpir. Il en profite ainsi pour se glisser dans son tombeau et attendre le chant du coq pour en sortir. Ironiquement, la seule blessure qu'il reçoit et qui manque de lui être fatale, lui est infligée par la princesse une fois qu'elle est désenvoûtée et sous sa forme humaine. Dans la nouvelle, le sorceleur se réveille 2 jours après son combat contre la Strige. Il a été soigné par les guérisseurs du roi Foltest, mais il se rend plus tard au temple de Melitele, situé non loin de Vizima. Il connaît depuis de longues années la grande prêtresse, la mère Nénéké, et entame une cure de plusieurs jours qui vise à le soigner complètement. À mon sens, la série prend un peu trop le parti de faire passer Renfri pour une victime, en omettant soigneusement plusieurs détails qui rendent en fait son personnage très ambigu. Dans la nouvelle Le Moindre Mal, l'affrontement avec Renfri et sa mort ont lieu bien des années avant le contrat de la Strige. Si la culpabilité de Geralt est bien existante, il ne la porte pas non plus en bandoulière et ne garde pas sa broche en souvenir. Il ne rêve pas non plus d'elle, et de façon générale, ce n'est pas le souvenir de Renfri qui le hante et qui guide ses motivations. Et voilà, nous avons fait le tour des différences entre les romans et ce 3e épisode. Pour ma part, j'ai trouvé que cet épisode respectait plus ou moins la nouvelle Le Sorceleur, notamment la partie consacrée à Geralt. Je suis un peu plus réservée en ce qui concerne Yennefer, car j'ai du mal à comprendre cette volonté de la présenter comme une cible de toutes les conspirations et trahisons, comme si elle était censée être la sorcière la plus puissante du continent, ou une menace pour le chapitre, ce qu'elle n'est absolument pas dans les romans. À mon sens, la série verse un peu trop dans le dramatique et le pathos pour ce personnage, mais je pense vraiment que ça fait partie de la stratégie des scénaristes pour rendre Yennefer sympathique aux yeux des spectateurs. Concernant Ciri,
C'est l'épisode où elle apparaît le moins, ce qui n'est pas peu dire. Mais la série se rattrapera dans l'épisode 4. Comme d'habitude, je me suis focalisée sur les différences majeures en termes de scénario, mais si vous souhaitez discuter des autres changements qui vous ont plu ou déplu, faites-moi part dans les commentaires et j'en discuterai avec grand plaisir avec vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre d'infos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vafail.